on est dans une période où il va falloir des hommes courageux et dire non, on va trouver une solution, on va trouver un compromis, on va trouver quelque chose où tout le monde va essayer d'en sortir par le haut, sinon forcément la guerre peut se continuer, elle peut s'étendre, des milliers de morts, demain des millions de morts. Il faut qu'une issue de paix sorte. Si elle vient des US, tant mieux pour la paix. Si elle vient de la France, je pense que ça serait encore mieux pour nous et pour l'Europe. Nicolas Mirkovic, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir, président de l'association Est-Ouest, auteur de nombreux ouvrages humanitaires, les guerres, vous connaissez. Et ce, de deux façons, essayiste, historien, mais également homme de terrain, un mélange de compétences qui permet une analyse complexe et réaliste des événements que nous traversons aujourd'hui. Et nous parlerons de la crise ukrainienne. Le chaos ukrainien est votre dernier essai qui vient de paraître. Vous vous intéressez et vous analysez les causes, aussi bien historiques que géopolitiques, avec deux questions qui résument l'amplitude de vos recherches. Comment nous en sommes arrivés là, mais également une question très intéressante sur laquelle nous allons rebondir aujourd'hui. Comment on peut s'en sortir? Y a-t-il des sorties de crise possibles? Je commencerai par vous poser cette question. Très rapidement, les racines de ce conflit, selon vous, Nicolas Mirkovic, c'est quoi? L'Ukraine, si on remonte dans le passé sans monter jusqu'au Sarmates, au Cimérien, c'est une région qui est une région qui est un peu compliquée. C'est une région qui, au Moyen-Âge, est russe, mais qui a été occupée très rapidement, d'abord par les Tatars, ensuite par les Lituaniens, les Polonais, et il y a sans cesse eu des guerres entre Russes. Aujourd'hui, ça peut paraître anachronique de parler des Russes du Moyen-Âge, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes Russes que les Russes d'aujourd'hui, mais globalement, pour faire simple, Russes, Polonais et Lituaniens se sont battus sur une partie du territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il y a eu des influences différentes. L'Ukraine est un pays qui est récent, et ça on ne le sait pas. Et même la notion de peuple ukrainien date du 19e siècle. Donc du coup, on a un pays qui est récent, qui a été forgé par les communistes. C'est Staline qui veut la création de l'Ukraine. Il dit que c'est évident qu'il y a du nationalisme ukrainien, qu'il y a en tout cas une identité ukrainienne. Mais l'Ukraine, depuis le départ, a toujours été tiraillée par une partie à l'ouest qui a plutôt été sous l'influence des Polonais, des Autrichiens, des Habsbourg, et une partie à l'est qui a toujours été plus proche de la Russie. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre. Si vous voulez, pour comprendre vraiment la situation ukrainienne aujourd'hui, c'est d'abord un conflit entre Ukrainiens pour définir ce qu'est un Ukrainien. Et du fait que ce soit un pays fragile, faible, c'est un endroit idéal pour une puissance étrangère, et on en parlera tout à l'heure, comme les États-Unis, de venir mettre son grain de sel, comme ils l'ont fait ailleurs, ils l'ont fait en Irak, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie, pour diviser ce pays, pour répondre à des intérêts géopolitiques qui sont les leurs. Parce que oui, c'est très intéressant, dans votre essai, vous revenez sur des causes et vous éclairez que pour vous, l'Ukraine est un conflit qui germe depuis 2014, mais au-delà de ça, depuis 91, on peut déjà y déceler tout de même des intérêts géopolitiques de grandes puissances qui sèment un peu le chaos. Pour quelles raisons? Alors là, on parle de la chute de l'URSS en 91. Les États-Unis se positionnent dans la zone. Pourquoi dites-vous ça? Sur quels faits vous appuyez-vous pour nous affirmer que ce conflit-là est analysable dès 91 et décelable dès 91? On a tous les éléments, on a tous les écrits. Vous savez, parfois on fait un peu de paresse dans nos analyses, en tout cas dans les grands médias. Ils ne vont pas au fond des sujets. Or, il y a tellement d'informations qui ne sont même pas cachées, qui sont officielles. Il suffit d'aller relire les documents ou de puiser ou d'aller chercher dans les bonnes sources.
Les États-Unis, en 91, savent qu'ils ont gagné la guerre froide, c'est sûr, mais ils pensent que vraiment leur heure est arrivée. Fukuyama, un néoconservateur, parle de la fin de l'histoire. On a toute une série de sorties de néoconservateurs américains qui sont au pouvoir, qui disent notre heure est venue. George Bush parle de nouvel ordre mondial. Il y a une organisation de néoconservateurs vers la fin des années 90 qui s'appelle le Projet pour un nouveau siècle américain. Ils sont persuadés que leur temps est venu et qu'il n'y aura plus d'ennemis en face. Mais en parallèle, plutôt que de déployer toute une série d'outils dont ils disposent, de soft power, de films, de médias, de cinéma, pour séduire les différentes nations de l'ex-bloc communiste, eh bien, ils vont utiliser une partie de ça, mais ils ne vont pas faire que ça. Et tout de suite, ils vont dire, et ça, on l'a dans des documents comme le rapport de Wolfowitz, qui est donc secrétaire d'État adjoint à la défense aux États-Unis. Que dit ce document? Que les États-Unis doivent se réarmer, que les États-Unis doivent profiter de la situation mondiale sans ennemis pour avancer ses pions, pour être sûr qu'ils contrôlent ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, on sort 91, ils ont à leurs yeux gagné la guerre froide. On parle de fin de l'histoire pour que le spectateur comprenne. La fin de l'histoire, ça veut dire ça y est, le monde ne changera plus, la guerre est terminée. La démocratie américaine va s'installer partout. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer cette thèse. C'est exactement ça. La démocratie libérale américaine a triomphé et va s'étendre dans le monde entier puisque c'était le plus fort des systèmes. Donc pour eux, c'est la fin de l'histoire, c'est terminé. Les États-Unis vont mener maintenant l'influence ad vitam aeternam. Exactement. Mais alors pourquoi se réarmer si on est sûr que c'est la fin de l'histoire? Parce qu'ils se précipitent. Et justement, ce sont ces contradictions et ces espèces de schizophrénie qu'il existe au sein de l'État américain on va dire une chose et puis on va faire le contraire. Les États-Unis, il y a un adage que j'aime beaucoup citer, un adage américain qui dit que quand votre seul outil est un marteau, vous avez l'habitude de traiter tous vos problèmes comme des clous. Et c'est ce qu'ils font. La force des États-Unis, elle s'est faite non pas tellement par la diplomatie, mais par la force des armes. Et si on regarde après la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis ont vraiment une force militaire incroyable, qu'est-ce qu'ils vont faire? La guerre en Corée, la guerre au Vietnam, différentes guerres en Amérique du Sud, depuis la fin de la Deuxième Guerre, de la chute du mur de Berlin, il y a quasiment un tiers des interventions américaines à l'étranger qui a eu lieu sur les 500 interventions étrangères que les États-Unis ont menées depuis 1776. C'est l'université de Tufts qui nous enseigne ça. Un tiers ont lieu à un moment où les États-Unis disent officiellement qu'ils n'ont plus d'ennemis et que c'est la victoire de la démocratie libérale et que les pays vont quasiment venir à eux tout seuls. Or, ce n'est pas le cas. Ils continuent d'utiliser les armes parce que c'est tout ce qu'ils savent faire de bien. En tout cas, c'est tout ce qu'ils pensent pouvoir utiliser comme outil pour arriver à leur fin. Et ils vont le faire. Ils ne vont cesser de mener des guerres ou des campagnes d'ingérence. C'est-à-dire que les États-Unis emploient la guerre que quand ils n'ont pas réussi soit à soudoyer un pays, soit à avoir des hommes liges. Il y a des pays qui sont complètement atlantistes, pas parce qu'ils ont été bombardés ou parce qu'il y a eu des révolutions de couleur, mais parce que du coup, ils sont acquis à l'idée que les États-Unis doivent mener les affaires du monde. Mais il y a des pays qui ont résisté, comme l'Irak, comme la Yougoslavie, comme la Syrie, qui ont eu des révolutions de couleur, qui sont financées, payées par des organisations comme la National Endowment for Democracy, par des organisations proches du gouvernement américain comme l'Open Society de George Soros, pour essayer de mettre dans la rue des personnes qui vont renverser le gouvernement en place. Et quand ça ne marche pas, les Américains déclenchent des guerres. Alors évidemment, c'est des guerres pour la démocratie. Peu importe si la personne qui était à la tête de l'État quelques semaines avant était accueillie à la Maison-Blanche ou sur le perron de l'Élysée avec beaucoup de faste. Peu importe, du jour au lendemain, cette personne devient un monstre et donc du coup, tout est justifié dans les médias pour la battre. Non pas pour apporter la démocratie, parce que la vraie question, c'est où est-ce que les États-Unis ont apporté la démocratie? Au Vietnam? En Irak? En ex-Yougoslavie? En Syrie? Nulle part. En revanche, ils ont réussi, par ces interventions, soit de révolution de couleur ou militaire, à mettre en place des gouvernements qui étaient alignés sur la politique de Washington. Peu importe si ces gouvernements étaient islamistes, peu importe s'ils étaient de gauche ou de droite, ce n'est pas ce qui intéresse les États-Unis. Washington veut des pays qui ouvrent leur marché à leurs produits d'exportation ou qui permettent aux Américains d'aller chercher sur ces différents marchés les ressources naturelles dont ils ont besoin. C'est l'histoire des États-Unis et tout un tissu de conflits dans le monde pour que les Américains étendent leur rayon d'influence et augmentent leur PIB, leur richesse à travers le monde. Et ça nous mène à ces différentes guerres et les différentes guerres que nous avons eues en Europe, que ce soit en ex-Yougoslavie ou maintenant en Ukraine depuis la Deuxième Guerre mondiale.
sont à l'origine des guerres qui ont été conçues à la Maison-Blanche. Vous dites que ça aurait pu être évité. Comment on aurait pu éviter ce qui s'est passé de 2014 à 2022? Il suffisait d'appliquer ces accords de Minsk. Je rappelle que dans les accords de Minsk, donc, on a les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk qui sont au sud-est de l'Ukraine, se soulèvent. Il y a une guerre civile, 14 000 morts, enfin tout ça, plus de 30 000 blessés, 1 million de réfugiés. Il y a des accords qui sont mis en place. Français, Allemands, surtout Ukrainiens, Russes, habitants du Donbass sont d'accord sur ces accords de Minsk. Dans ces accords de Minsk, les régions, ces nouvelles républiques, restent au sein de l'Ukraine. La guerre s'arrête, il y a un changement de la constitution côté ukrainien pour permettre l'existence de ces républiques. Il y a la promesse faite à ces républiques qu'elles garderont leur langue, qu'elles pourront avoir aussi une espèce d'autonomie au sein de l'Ukraine. Et l'Ukraine, il n'y avait pas de guerre. On mettait fin à la guerre et tout le monde était d'accord avec cela. Pour autant, les Ukrainiens qui avaient une bonne partie de la responsabilité, parce qu'eux devaient changer leur constitution d'abord pour montrer à ces différentes républiques qu'elles allaient pouvoir avoir une certaine autonomie, ne l'ont pas fait. Et on sait que tout au long de ces années 2014 jusqu'à 2022, il y a eu des conflits sur la ligne de contact, une ligne qui est d'à peu près 400 km qui séparait ces républiques du reste de l'Ukraine. Et la politique qui était mise en place à Kiev aussi n'était pas du tout dans l'esprit de ces accords. Comme vous le disiez il y a quelques instants, l'Ukraine est un pays récent. Avant même l'existence de l'Ukraine, beaucoup de ces personnes-là faisaient partie de la Russie. Il y a une culture russe qui était très prégnante, très importante. Au Moyen-Âge, la chronique de Nestor dit que Kiev est la mère de toutes les villes russes. Donc ce n'est pas un territoire comme un autre. Il y a une bonne partie de la population, enfin une partie importante de la population ukrainienne qui s'identifie, qui aime bien la Russie, qui est proche de la Russie, qui est de culture russe. Quant au pouvoir, au gouvernement, vous avez des hommes d'État qui disent qu'il faut jeter des bombes nucléaires sur le Donbass, qui disent qu'il faut interdire la langue russe. Les nazions en basket de l'Euromaïdan, qui ont éjecté Manu Militari, le président démocratiquement élu Yanukovych, promettent d'interdire l'usage de la langue russe. Donc l'Est du pays, donc les républiques du Donbass prennent ça très très mal, mais le reste de l'Ukraine, qui est plutôt russophone, qui n'est pas dans ces républiques, s'inquiète aussi. Et donc, vous avez d'un côté, on vous dit oui, on va vous donner votre autonomie, on va trouver un accord, mais à Kiev, on distribue des livres dans les écoles pour enfants en disant il ne faut plus parler le russe, il ne faut parler que l'ukrainien. Les Russes ne sont pas nos amis. Oui, parce qu'il faut quand même dire que les Ukrainiens reviennent là-dessus. Ils expliquent que oui, ça a été proposé d'interdire la langue russe, mais ils ont rapidement rétropédalé. Oui, ça c'est vrai, ils l'ont pas mis en place. Voilà, ils l'ont pas mis en place, ça a été dit. Ça a enflammé les foules, mais ils ont rétropédalé immédiatement. Mais ce qui s'est passé quand même, qui reste très inimaginable, en tout cas pour les démocraties de l'Union européenne, c'est quand on a quand même 48 brûlés vifs à Odessa, il n'y a toujours pas eu de jugement. Oui. Donc tout ça, ça va inquiéter les russophiles, les russophones de la région frontalière avec la Russie, Donetsk et Lugansk, ce fameux Donbass maintenant dont tout le monde parle. Oui. Les exactions qui n'ont pas été jugées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des exactions de 2014 à 2015, il y en a des deux côtés, certes. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais en tout cas, avant même que la guerre civile, alimentée aussi bien par déjà les Américains que par les Russes, n'implose, etc., on a ces brûlés vifs à Odessa qui ne sont toujours pas jugés. Donc dans l'inconscient collectif des russophones, ils se sentent en danger. Oui. Ça, il faut quand même. Et ils ne font pas confiance à Kiev. Et personne, voilà, la confiance est rompue. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, et enfin pas que le sentiment, de ne pas avoir été protégés par leur gouvernement, d'avoir été brûlés vifs par leur gouvernement, et d'avoir été bombardés par leur gouvernement. Et ça n'a pas été compris en 2022, en février, quand on leur dit sur les plateaux de télévision qu'il y a déjà environ 14 000 morts des deux côtés, aussi bien civils que militaires. Comment voulez-vous que dans le Donbass, les gens aient confiance dans un gouvernement où ils ont le sentiment d'avoir été, tout simplement, visés par le gouvernement qui est censé les protéger. Exactement. La coupure est là. Il faut rappeler également au grand public qu'en 2014, en 2015 jusqu'en 2022, du reste, les retraites sont coupées. Oui. Les pensions ne sont plus payées. Les fonctionnaires ne reçoivent plus de salaire. Bien sûr. Donc il y a vraiment deux sociétés dans l'Ukraine. Les Russes, qu'ils soient au Donbass ou ailleurs en Ukraine, ou les Ukrainiens de culture russe, se méfient. Et se sentent menacés, parce que souvent on dit les Russes exagèrent. Alors évidemment, tout est communication pendant une guerre. La guerre de l'information règne, on le répétera jamais assez, quel que soit le camp. Mais que les Russes aient le sentiment
les russophones et les communautés russophones et le sentiment d'avoir été en danger, on ne peut pas dire que là, ils aient exagéré. Non, il n'exagérait absolument pas. Comme vous avez vu sur place, j'ai vu aussi. Vous savez, quand moi je suis allé au Donbass, j'ai pas vu de haine. Je n'ai jamais vu de haine anti-ukrainien au Donbass, même pendant la guerre. Qui n'aime pas l'armée ukrainienne qui les bombardait, ça c'est certain, mais ils savaient faire la distinction entre les Ukrainiens. J'ai vu les statues de Taras Shevchenko à Donetsk. J'ai vu des librairies de lycées au Donbass où il y a des livres en ukrainien. Vous voyez, et donc du coup, et on parlait, donc du coup ça c'était l'état d'esprit qu'il y avait au Donbass, donc pas de haine de l'Ukrainien. J'étais même là, quand j'étais il y a encore 15 jours, je parlais avec un ami qui était sur place, qui était notre chauffeur, et qui disait qu'il trouvait que la langue ukrainienne était plus suave que la langue russe. Bon, pourtant lui, c'est un ancien milicien qui est devenu journaliste par la suite, donc il n'y a pas cette haine. Alors que de l'autre côté, il y avait une haine qui était en train d'être développée par les pouvoirs politiques. Et vous savez, malheureusement, les gens, par la manipulation, tombent dedans. Les familles russes commençaient à apprendre, aux russophones, commençaient à apprendre l'ukrainien, laisser leurs enfants apprendre que l'ukrainien à l'école. Et vous avez ce climat. Donc vous voyez bien que dans l'état d'esprit, des accords de paix ne peuvent pas être mis en place. Non, mais c'est terrible. Là, donc on le répétera jamais assez, il y avait une guerre civile alimentée, certes, par deux blocs, oui. Russie, États-Unis, mais une guerre civile. Et moi, ce qui me choque, c'est que cette guerre civile, ces exactions des deux côtés avaient fait l'objet de nombreux rapports dès 2014 et 2015. Oui. Ça a été notifié par Amnesty International, par des rapports gouvernementaux rédigés par le gouvernement français, les exactions d'Azov, etc. Elles ont été rapportées, analysées, dénoncées. Le nid en 2022, c'est terrible. Bon, qu'est-ce qui se passe le 24 février? La Russie est l'agresseur. Énorme scandale, elle envahit. Malheureusement, on ne peut que s'en... Oui, c'est contraire au droit international. Comme quand, et ça il faut le rappeler, alors je ne vais pas faire des comparaisons, mais c'est-à-dire que la boîte de Pandore de ces invasions a quand même été ouverte par les États-Unis. Et l'OTAN, quand en 1999, l'OTAN bombarde illégalement la Yougoslavie, et le fait au détriment du droit international. Et ce sont essentiellement des civils qui sont tués, 78 jours de bombardement, les infrastructures civiles sont détruites, les ponts, les aéroports, les gares, une maternité. L'ambassade de Chine a été bombardée par l'OTAN, la Chine qui est une vraie nation. Chaîne de télé également. Les chaînes de télévision, 16 personnes tuées qui travaillent pour une chaîne de télévision. Est-ce que quelqu'un était chaud? Il n'y avait pas Charlie à l'époque, mais est-ce que quelqu'un s'est dit attendez, on est en train de travailler, de tuer des médias? Personne ne disait rien. En 2003, les États-Unis, de nouveau, attaquent l'Irak illégalement. Donc on est en train de dire d'un côté aux autres pays du monde, il n'y a qu'un seul pays, un seul bloc atlantiste qui a le droit d'envahir et de faire des guerres illégales, mais vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Est-ce qu'on est... Voilà, c'est là où c'est terrible. Le deux poids deux mesures est insoutenable pour une partie de la planète, et ce qui est normal. On a ouvert cette boîte de Pandore. Voilà. Alors, bon, encore, on ne légitime pas ce qu'a fait la Russie, mais ne pas éclairer le fait que nous avons aussi notre part de responsabilité dans les guerres que vous venez de citer, et que nous n'avons pas respecté les engagements que nous demandons aux autres de respecter, c'est une hypocrisie. Et malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, là j'en perds mon latin, le monde change. Oui. On est en train de basculer, on sent bien qu'une partie de la planète ne marche plus là-dedans. Qu'est-ce qui se passe depuis le 24 février? Est-ce qu'on assiste à un grand basculement? Oui, j'ai même envie de dire que la majorité de la planète ne suit pas. L'Institut Wilson aux États-Unis estime que les pays qui ont appliqué des sanctions économiques contre la Russie aujourd'hui représentent 16% de la population mondiale. C'est tout petit par rapport au reste de la planète. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ont mené ces campagnes de soudoiement, de mise sous pression, de révolution de couleur, de guerre, depuis qu'ils existent, j'ai envie de dire, mais en tout cas, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et une bonne partie de la planète n'accepte pas ça, mais n'a pas le choix. Et là, beaucoup de pays voient en cette attaque frontale de la Russie, non pas contre l'Ukraine, je ne pense pas que cette histoire, c'est même sûr, n'est pas une question de gagner quelques centaines de kilomètres ou quelques milliers de kilomètres carrés du territoire ukrainien, c'est une attaque contre le modèle atlantiste. La Russie dit à Washington, je n'accepterai plus
vos chantages, je n'accepterai plus vos pressions. Et des pays dans le monde voient ça comme une espèce de libération. Alors c'est triste, c'est horrible parce qu'il y a des dizaines de milliers de morts. Et franchement, moi, oui, c'est terrible parce que c'est le peuple ukrainien et les jeunes russes qui se font massacrer. Et des deux côtés, ce sont des jeunes qui se font massacrer et tout cela est complètement évitable. Sauf que malheureusement, on arrive à la guerre, on dit parfois la paix, c'est une pause entre deux guerres. C'est un peu l'histoire malheureusement de l'humanité, donc je ne vais certainement pas justifier ce qui se passe, mais il y a des pays qui ne veulent plus être soumis au FMI, à la Banque mondiale, qui sont obligés d'utiliser le dollar pour faire leurs transactions, des pays qui aspirent aussi à plus d'indépendance, de souveraineté, qui ne veulent pas suivre les programmes sociétaux américains, qui disent on va vous expliquer comment revoir votre famille, votre conception de la famille, on va vous expliquer comment revoir votre propre histoire, on va vous aider à tout déconstruire parce que du coup, nous sommes éclairés, nous allons vous aider, nous sommes meilleurs que vous. Il y a beaucoup de pays, la majorité des personnes qui disent non. Faites ce que vous voulez chez vous, mais chez nous, on a nos propres traditions, on a notre propre façon de vivre, de concevoir l'économie, de concevoir les relations entre les personnes. Et donc, du coup, beaucoup de pays regardent de très près ce qui se passe en Ukraine parce que ça pourrait être la fin de l'hégémonie américaine, ça pourrait être la fin du modèle impérial américain. Et quand je parle de modèle impérial américain, il ne faut pas sauter sur ses grands chevaux. Non, pas la fin de la puissance américaine, mais en tout cas, le soft power américain prend un coup. Oui, il prend un coup, mais souvent, même la puissance américaine en prendra un coup aussi. Parce que, à terme, elle est en train de prendre un coup. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que pour d'essayer simplement de retrouver un équilibre, parce que j'entends souvent dire oui, mais enfin ce sont les dictatures qui sont en train de critiquer le système américain, mais enfin le Brésil n'est pas une dictature. Non. Donc le fait et puis juger à un moment donné, c'est quand même de l'ingérence intellectuelle. Évidemment qu'il y a des curseurs de démocratie, des pays où il fait meilleur vivre, j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin imposer au reste de la planète des modèles de société, est-ce vraiment démocratique? Enfin, non, ce n'est absolument pas démocratique. On doit respecter, et ça, c'est la charte des Nations Unies signée par quasiment la totalité des pays de la planète qui disent qu'il faut avant tout respecter la souveraineté des pays. Nous n'arrêtons pas, nous, pays atlantistes, à nous ingérer dans les affaires de pays souverains, par notre soft power, par l'influence de nos entreprises, de nos sociétés. Et en même temps, nous avons participé à des guerres qui, d'après l'Institut l'Institut Watson de l'Université de Brown aux États-Unis, depuis les attaques du 11 septembre, sont à l'origine. Donc, c'est le bilan des interventions de l'OTAN et des Américains et parfois leurs alliés de l'OTAN dans le monde. 900 000 morts directes et 2 millions, quasiment 3 millions de morts indirects. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a participé à ces guerres? On est en train de parler de quasiment plus de 3 millions de personnes tués par des guerres que nous avons organisées. Est-ce que les gens se rendent compte que c'est ce que nous faisons et que les pays en dehors du monde occidental le savent? Nous, on ne sait pas ça si vous demandez aux Français dans la rue. Et combien de personnes ont été tuées suite aux guerres que nous avons menées? Alors disons que on a participé à des guerres qui ont, entre les déplacés, des millions de personnes. Et après, on veut donner des leçons de démocratie. C'est-à-dire que ça, on nous le reproche, alors on n'en parle pas. Oui. C'est vrai qu'on en a, on n'en fait pas l'éloge. Non. Pas faire d'humour noir, mais non pas que nous soyons responsables, mais nous avons participé. C'est-à-dire que l'intégrité intellectuelle devrait nous forcer de reconnaître que nous avons fait des erreurs. Oui. Tout simplement. Je pense que ça serait quand même noble pour le reste de l'humanité de le reconnaître. Exactement. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais on a une part de responsabilité dans ce qui se passe, et cela explique pourquoi le reste du monde n'applique pas ces sanctions, parce que le reste du monde qui est au courant de ça, il faut lire la presse étrangère. J'invite tout le monde à vraiment lire la presse étrangère. Il y a beaucoup d'organes qui existent en langue française ou en langue anglaise pour voir comment est-ce qu'ils nous voient, parce que nous, on pense qu'on est encore au sommet du monde, qu'on peut encore diriger, que notre modèle est le meilleur. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment une vision néocoloniale de voir le monde qui est tout à fait hypocrite, et le reste du monde qui en plus est de plus en plus dynamique. À une époque où nous avions les forces démographiques, où nous avions les forces technologiques, économiques, on pouvait peut-être fanfaronner un peu, et on était au sommet du monde. Mais si on regarde aujourd'hui nos économies par rapport aux économies d'Asie, si on regarde notre démographie par rapport à la démographie d'Afrique, si on regarde tout cela ensemble, on est des pays du reste du monde commencent à se dire mais vous êtes particulièrement faible, vous l'Occident là, vous voulez nous donner des leçons, mais vous n'avez plus les moyens dont vous disposiez avant, et nous on ne veut plus de ces règles-là, on ne veut plus de votre suffisance.
Ça fait mal, hein, parce que moi je suis français, des Français, et j'aime la France, mais je dois avouer qu'on a notre part de responsabilité là-dedans, et donc c'est important. Alors, qu'est-ce que peut faire la France? Est-ce qu'on peut encore se sortir de ça? Est-ce qu'on peut encore devenir légitime? Le reste du monde, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, bon, peu importe. Mais est-ce que nous, puissance nucléaire, est-ce qu'on a quand même tenté de façon très imparfaite de défendre certaines valeurs, celle de la liberté d'expression, on va y revenir, mais également une certaine idée des droits de l'homme? Est-ce qu'on peut jouer encore une carte dans ce monde qui se dessine? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut participer à une sortie de crise? Nicolas Mirkovic, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France... Oui, on doit. Non seulement je pense qu'on peut, on doit, et je pense que s'il y a un pays, vraiment, je pense que c'est lié à l'histoire de France, qui peut se soulever et qui peut dire non, c'est bien la France. Alors qu'est-ce que ça veut dire non? La fin du modèle atlantiste, elle doit venir, si on veut éviter une conflagration entre d'un côté le bloc atlantiste et de l'autre côté la Russie, ou peut-être des pays, des BRICS, peut-être qu'il peut y avoir une alliance entre la Russie, la Chine, imaginons une nouvelle guerre mondiale sur ces termes-là. Si on veut éviter ça, il faut que l'atlantisme et cette espèce de vision que l'Amérique est le centre de la Terre s'effondre. Donc c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut détruire les États-Unis demeureront toujours une grande puissance, il faut bien s'entendre avec eux, mais ils ne peuvent plus mener les autres pays qui considèrent comme des vassaux pour assouvir leurs objectifs stratégiques. La France est un pays qui est une vieille nation, qui a une histoire, qui a une tradition d'indépendance. Nous, beaucoup plus que les Britanniques par rapport aux États-Unis et beaucoup plus par rapport aux Allemands et leur situation avec les États-Unis suite à la Deuxième Guerre mondiale. La France doit se soulever et au sein même du modèle atlantiste dire non à Washington. Alors il faut beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas évident. On a bien vu que Washington n'hésite pas à organiser des révolutions de couleur dès qu'un gouvernement commence à ne pas aller dans son sens. Mais il faut ce courage au sein du bloc atlantiste, d'un pays, j'aimerais que ce soit la France, pour dire, parce qu'elle en a la légitimité de dire non, nous n'allons pas vous suivre dans cette guerre. Vous savez, si la France demain, au sein de l'Union européenne, dit nous ne votons plus de subventions militaires à l'Ukraine. Si la France dit, aujourd'hui, Macron dit l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, je le signe, peut-être pas de son sang, mais sur un document officiel, vous avez déjà une partie majeure d'un traité de paix qui peut être signé avec la Russie, qui sont en place. Il y a des choses qui m'étonnent beaucoup. Je fais une petite digression. Je vois que Emmanuel Macron a eu, à mes yeux, ça n'engage que moi, en tout cas avec la Chine, un comportement plutôt souverainiste, souverainiste n'étant pas un gros mot. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, je le précise bien, mais c'est-à-dire qu'il a voulu, il a tenté, il l'a dit ouvertement, il fallait aussi que l'Union européenne pense par elle-même et ne rentre pas nécessairement dans ce conflit qui se dessine malheureusement et sa propre politique. Mais quand il dit ça, il devient la risée, je dis bien la risée, de tous nos médias. Oui. Deuxième exemple, moi ça m'interroge énormément. Oui. Il n'a jamais été soutenu par les médias quand il tente une approche pro-France. Oui. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, je dirais au passage que c'est le seul à l'avoir fait et que personne dans l'opposition n'a eu son courage. Alors tout le monde dit oui, c'est lui en même temps, si, ça. Pour moi, qui analyse énormément les communications médiatiques, je m'en moque du en même temps. Ce que je vois, c'est qu'il l'a dit et qu'il n'a pas été soutenu. Oui. Idem lorsqu'il disait il ne faut pas humilier la Russie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Scandale, notre président est poutinolâtre. Idem quand il reçoit M. Chevènement. C'est un scandale. Enfin, comment c'est possible que toutes les démarches d'Emmanuel Macron soient en permanence, dès qu'il essaie de parler au nom de la France et d'écouter des discours qui ne sont pas calqués sur nos alliés américains, je dis bien nos alliés et pas nos ennemis, nos alliés américains, mais simplement d'essayer de penser par nous-mêmes, il soit l'objet de toutes les critiques médiatiques. Oui. Pourquoi ? Parce que nous avons une élite, alors j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas une classe dirigeante en France qui est bercé, qui est né dans l'atlantisme. Déjà, vous savez, dans les années 1960, Charles de Gaulle disait que le grand problème pour la France, c'était l'empire américain, l'impérialisme américain. Et donc, du coup, on a des générations de personnes qui sont à la tête du gouvernement, mais qui ont des très hauts postes en France et qui sont dans les médias, qui est un pouvoir en soi, et qui sont extrêmement atlantistes. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas du tout quand un homme politique français, et même si c'est le président de la République, dise
on veut sortir de l'atlantisme, où il y a peut-être une troisième voie, ou une autre voie. Simplement, il parle d'équilibre. Et sachant que c'est la voie de la, j'aimerais le rappeler juste, c'est la voie de la paix. C'est-à-dire qu'on voit très bien que cette construction des BRICS, que les nouvelles routes de la soie, qu'il y a un monde parallèle qui est plus important que nous en nombre d'habitants, qui est en train de se dessiner. Les BRICS aujourd'hui ont un PIB par pouvoir de parité d'achat supérieur au G7. Donc du coup, ce monde, il ne va pas nous attendre, il va se développer. Il a clairement montré qu'il n'allait pas attendre notre autorisation pour pouvoir se développer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut travailler, collaborer avec ce monde-là, ou est-ce qu'on veut se replier sur nous-mêmes et se dire nous on est les meilleurs et les autres ils sont tous idiots, même si sans se rendre compte qu'ils sont 4 fois plus nombreux que nous. Et je pense que Macron est lucide. Alors c'est vrai que c'est le président dit en même temps et qu'il dit toujours le tout et son contraire, mais je pense que lui aujourd'hui il a compris, vraiment je pense que dans son fort intérieur, qu'il a compris qu'il fallait sortir de cet engrenage atlantiste rapidement, parce que sinon ça voulait dire qu'on va vers un affrontement qui pourrait être nucléaire. Et le fait qu'il aille en Chine, qu'il dise je veux revoir la façon dont on travaille avec la Chine. Les États-Unis ne doivent pas forcément dicter aux Européens ce que nous pouvons faire. Il a dit récemment, ou il l'aurait dit, qu'il voudrait participer en tant que participant extérieur au prochain congrès des BRICS en Afrique du Sud. C'est positif. Je pense que c'est le rôle d'un président de la République et surtout le rôle d'un président d'un pays souverain qui cherche l'intérêt des Français et qui, pour l'Europe, cherche la paix et l'intérêt des Européens. Parce que, quelle que soit l'issue de la guerre, la Russie sera là. On ne va pas les prendre, les Russes, et les expédier sur Mars. Ils seront là, donc il va falloir qu'on trouve une paix. Et on a déjà trouvé la paix avec les Allemands, malgré 3 invasions en moins de 100 ans. On a trouvé la paix avec les Anglais, donc on va pouvoir la trouver avec les Russes. Et le fait que Macron dise « je vais initier ça », c'est positif, c'est bien. Et Dieu sait s'il y a des choses que met en place Emmanuel Macron dont je ne suis pas très heureux. Là, je pense que c'est positif. Et s'il joue, il représente bien les intérêts des Français. Après, on voit aussi pourquoi est-ce que c'est si difficile pour lui. Parce que dès qu'il dit qu'il veut concevoir une Europe ou une armée européenne sans l'OTAN, ou dès qu'il dit qu'il vece aller voir ce que les BRICS ont à dire, on lui tombe dessus. Les autres pays disent « mais qu'est-ce qu'il dit Macron? C'est un vendu ». Les médias disent « mais Macron, il dit n'importe quoi ». Ce n'est pas normal, mais ça montre à quel point l'atlantisme, cette idée que les États-Unis doivent diriger l'Europe de l'Ouest. Je rappelle que Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, dit que l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. C'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on n'est pas à un pied d'égalité. Le fait qu'un chef d'État européen dise « je ne veux pas être un protectorat, je veux être une nation souveraine et j'explore d'autres possibilités pour mes négociations politiques, économiques à travers le monde », est positif et il faut l'encourager. Ça ne veut pas dire qu'on encourage, c'est pas parce qu'on encourage Macron dans cette voie-là qu'on l'encourage sur toute sa politique, mais il faut dire que c'est un pas en avant, en tout cas vers la paix, et peut-être il prend, je pense, un bon pas pour essayer de dire, parce qu'il n'y a qu'au sein de l'Alliance Atlantiste que vous allez avoir une grande puissance qui sortira et qui peut faire s'effondrer le reste du modèle de l'Atlantique. Si la France dit, imaginons, j'ai envie de rejoindre les BRICS, vous imaginez le coup de tonnerre. Non mais attendez, rendez-vous compte qu'un seul journal, à ma connaissance, il faudrait que je revérifie tout à l'heure, mais il n'y a que l'Opinion qui a parlé de l'annonce d'Emmanuel Macron. Oui. Enfin, c'est incroyable. Oui, parce que nous avons des médias qui ne sont pas vraiment des médias objectifs. Et c'est pareil. Et on doit se remettre en question. C'est scandaleux. Moi, je vous le dis. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On veut donner des leçons de démocratie. On veut expliquer aux pays du tiers-monde et du reste de la planète ce que c'est qu'une démocratie, ce que c'est que la liberté d'expression. Et on ne la pratique pas nous-mêmes. Et il ne faut pas s'étonner que le reste du monde ne nous prenne pas au sérieux. Donc, je pense que c'est tout à fait scandaleux parce que du coup, les médias sont Walter Lippmann, Edward Bernays, des Américains déjà du début du XXe siècle, ont expliqué comment il fallait faire pour manipuler les masses, pour les conditionner, le conditionnement des masses de Lippmann. Ils nous ont montré et on a ça en place aujourd'hui. Pourquoi est-ce que sur ces derniers sujets, je vous dis, politiques, sociétaux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat? Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas des experts du terrain? Des personnes qui ont été au Donbass, des personnes qui connaissent les BRICS, des personnes qui sont des experts de la Chine, qui viennent pour débattre? Ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre. Ce n'est pas du tout mon propos. Je dis juste, j'aimerais être exposé aux faits. Qu'est-ce que c'est que ces BRICS? Qu'est-ce que c'est que ce monde parallèle qui est en train de se mettre en place? Est-ce qu'on peut avoir un débat? Quelle est notre place là-dedans? Et est-ce que les médias peuvent interviewer des personnes? Et il y en a plein. Il y en a plein sur les plateaux pour montrer, écoutez, il y a peut-être un modèle alternatif, il y a peut-être une alternative à la guerre. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, on n'a que des médias qui, à longueur de journée, nous disent il faut alimenter la guerre. On est complètement fou. Moi, j'invite tous les journalistes à passer juste, et ça, vous savez de quoi je parle, 24 heures dans une tranchée au Donbass ou dans un village proche de la ligne de front. Je peux vous dire qu'au bout de 24 heures, ils vont revenir. Je pense qu'ils ne vont pas avoir la même opinion de ce qu'est une guerre, Donc, on a un problème avec nos médias en France. Heureusement, on a encore Internet qui est
un sas d'expression qui se développe. Et j'ai vu qu'il y avait une étude d'Oxford il y a peu de temps qui disait que pour la première fois, les Français allaient se renseigner plus sur Internet qu'auprès des médias mainstream, ce qui est un signe très très bon pour le peuple français. C'est-à-dire que là, même les Français se disent ce qu'on me raconte à la télévision, dans les radios, en boucle, c'est peut-être pas la vérité. Il y a un problème, je vais aller voir sur Internet. Il y a à boire et à manger sur Internet, mais il y a beaucoup de choses de très grande qualité, de meilleur niveau que ce qu'on peut trouver sur beaucoup de télévision et de radio. Beaucoup de fake news, mais également de grandes chaînes dont on peut rappeler avec des experts qui prennent le temps de parler. Hein, parce que le grand problème des médias, c'est qu'en 5 minutes, évoquer une thèse complexe dans la crise qu'on traverse, c'est impossible. Donc, il y a des sites sur Internet qui donnent le temps. Et on a besoin de temps pour exprimer la complexité du monde. Il y a des experts qu'il faut suivre, écouter de tous bords. Bien sûr. 360 de la pensée, mais on ne peut pas penser le monde et son histoire et sa complexité en quelques minutes de plateau qui ne sont là que pour faire du bruit médiatique. Exactement, on a des journalistes aujourd'hui, si on prend juste la guerre en Ukraine, mais c'est pareil pour tellement d'autres sujets, qui vont prendre un fait et en 24 heures, ils ont déjà, il n'y a pas de juge, il n'y a pas eu d'études, tout de suite ils savent ce qui s'est passé. Ça ne marche pas, ou ils vont dire ça c'est la vérité. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas faire confiance à des personnes qui ne sont même pas des spécialistes, qui nous disent ça c'est la vérité sur l'Ukraine, ça c'est la vérité sur le Covid, ça c'est la vérité sur je ne sais quel sujet, sur l'éducation. Il faut des débats, il faut des discussions, et puis il faut prendre du recul. Les gens ne se rendent pas compte, je le répète, de ce que c'est qu'une guerre. C'est terrible. Et si c'est la guerre actuelle dérape, elle déborde, on sera impliqué. Est-ce qu'on est prêt à aller se battre? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre nos efforts à essayer de trouver une solution de paix? Pourquoi est-ce que ces journalistes, j'ai encore jamais vu une seule émission à la télévision aujourd'hui en France sur comment est-ce qu'on trouve la paix en Ukraine? Pas la guerre, quelles armes envoyer? Alors les spécialistes militaires qui vont dire il faut envoyer plutôt cette arme-là, on va faire plein. La paix qui est dans l'intérêt de nous, c'est notre intérêt, mais dans l'intérêt des Ukrainiens, des Russes, de ces jeunes qui sont en train de se battre, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement. C'est-à-dire la paix, alors on peut comprendre là que les Ukrainiens, en même temps, il fallait revenir en 2014. Moi, ce qui m'étonnera toujours, c'est que de 2014 à 2022, guerre civile, 14 000 morts, personne n'en parle. L'invasion par la Russie de l'Ukraine, ça fait la une de la presse. C'est terrible. J'en suis navrée. Mais enfin, on aurait pu en parler avant de tout ça. Mais oui, alors sans parler de paix, en tout cas, pourquoi on n'a pas d'experts qui évoquent ne serait-ce que des pourparlers, des négociations? On sait qu'en mars 2022, 3 semaines après l'opération dite spéciale, le Premier ministre israélien de l'époque, en Turquie, en présence des Russes et des Ukrainiens, tente des pourparlers et des négociations de paix qui étaient, selon des experts de qualité, à 50-50. 50-50. C'était possible, une chance sur deux quand même, que tout s'arrête. Oui, et on ne le veut pas, on a la même histoire. Mais ça, on ne renouvelle pas ces débats-là, alors qu'ils sont nécessaires, parce que l'opinion publique aussi, si elle comprend, elle participe peut-être d'un désir de trouver des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. Exactement, et il y a des initiatives, et regardez, de nouveau, qui est-ce qui est en train d'essayer de trouver des accords de paix? On parlait des Israéliens il y a quelques instants, la Turquie, la Chine. Où sont les puissances européennes aujourd'hui, depuis le 24 février 2022, qui essayent de se mettre en avant? Personne, parce que nous suivons Washington, c'est ça le problème. Et c'est pour ça, pour revenir à votre question tout à l'heure, il est important, et je pense que la France vraiment doit jouer ce rôle. Si la France dit non, moi aussi, je ne vois pas pourquoi les Turcs et les Chinois, et c'est tout à fait légitime, et c'est bien que les Turcs et Chinois et Israéliens essaient de trouver des accords de paix, mais la France devrait le faire aussi, parce que du coup, est-ce qu'on a expliqué aux Français ce qui se passerait si jamais cette guerre se dégénérait? Est-ce qu'on a expliqué aux Français ce qui passerait si l'OTAN perdait? Personne ne parle de ça. Il y a encore cette suffisance de « nous savons que nous allons gagner, on s'en fiche, c'est là-bas ». C'est quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est sur le territoire européen. Alors, on peut éventuellement évoquer, il y a 3 scénarios tout de même qui, en termes d'hypothèses, qui se dessinent. Qu'est-ce qui peut se passer là, après cette contre-offensive? Parce que cette contre-offensive, très bien, mais l'après-contre-offensive, on fait quoi? Il y a bien un moment donné où on va devoir, au moins, on continue d'armer. Qu'est-ce qui est acceptable selon vous pour les Russes ou les Ukrainiens? Tous les analystes sérieux savent pertinemment que l'Ukraine ne peut pas
reprendre les territoires qui sont, d'où d'ailleurs cette tragédie des accords de Minsk que nous allons regretter des années durant, d'où cette tragédie que les accords de Minsk aient été d'une certaine façon remis en question par la chancelière Merkel et par notre ancien président, qui d'ailleurs, ça n'engage que moi, mais en remettant lui aussi en question finalement la réussite des accords de Minsk, mine le terrain pour Emmanuel Macron, parce qu'on négocie sur quoi à partir du moment où on dit que ces accords-là ont potentiellement servi à donner du temps à l'Ukraine pour préparer une offensive et s'armer. C'est de partir du principe que diplomatiquement c'était mort. Nous avons perdu peut-être la confiance là également de nombreux pays sur notre capacité diplomatique à faire respecter des accords, mais surtout quand on dit publiquement qu'on n'y a pas cru, c'est ça. C'est horrible. On n'y a pas cru. Mais enfin, sur quoi on négocie désormais alors qu'on est garant. Et sur Emmanuel Macron, mais comment on a pu lui faire un coup pareil? Excusez-moi, moi je parle de coups. Je serais Emmanuel Macron, mais je fais des bons parce que sa marge de manœuvre en termes de négociation est désormais quand même extrêmement limitée. Nous étions garants également des accords de Minsk. Ça a été signé par les Français. Bien sûr. Non, c'est toute l'hypocrisie de cette situation et aussi la faiblesse qui était la nôtre, parce qu'il suffisait à cette époque-là que la France rappelle à Poroshenko puis à Zelensky « Je suis garant de ces accords, vous devez les mettre en place ». Où était la pression de l'Union européenne ou de la France sur Kiev pour les mettre en place? Est-ce que vous avez vu les milliards, on parle de plus de 100 milliards aujourd'hui d'euros qui ont été versés ou on s'est engagé à verser à l'Ukraine de la part des États-Unis. 112 milliards en 2022. 112 milliards en 2022. On a levé combien pour la paix avant 2022? Où ont été les rassemblements des fonds de l'Union européenne, des États-Unis pour dire, écoutez, on a des accords de paix à mettre en place, on va mettre la pression sur Kiev. Kiev, vous devez changer votre constitution. Attention, les armées des deux côtés, vous devez vous séparer. Où est l'effort? On a mis tellement d'efforts en très peu de temps pour lever des milliards pour la mort, et on n'a quasiment pas mis un centime de côté, ni une hryvnia, ni un rouble, ni quoi que ce soit, pour la paix. Et ça en dit long sur l'état d'esprit dans lequel nous étions. Alors, il y a des scénarios positifs qui semblent se dessiner. On voit que McCarthy, le républicain aux États-Unis, a fait part de son souhait de ne plus rajouter d'argent dans la machine la semaine dernière. On voit que le mot paix, le mot négociation est quand même employé par la Chine. Ça vaut ce que ça vaut. L'Indonésie, la Turquie insiste là-dessus. L'Afrique du Sud est prête à accueillir aussi bien le président russe que le président ukrainien. Bon, Washington en parle également. On voit qu'il y a quand même un sentiment de questionnement côté républicain, pas côté démocrate, mais côté républicain. C'est d'ailleurs très étonnant parce qu'on voit également que dans la presse anglo-saxonne, énorme paradoxe, certaines responsabilités américaines sont clairement présentées. Je pense au Nord Stream 2. Nous, les Français, n'en parlons absolument pas. El País en parle, les Allemands en parlent. La France... Non, paradoxalement, dans le New York Times et Washington Post, où il y a beaucoup de fake news et beaucoup de propagande, on peut trouver des articles de journalistes extraordinaires qui vont dire « Attendez, non, ça ne marche pas comme ça ». Newsweek sort des articles complètement dingues sur ce qui se passe en Ukraine et la presse française ne reprend jamais ça. Donc les Américains, ils font le boulot, ils font une partie du boulot, ils donnent un autre son de cloche. Et ce qui fait que derrière, dans l'opposition américaine aujourd'hui, vous avez des personnes de première importance qui disent « Attendez, on ne va pas continuer à financer ce tonneau des Danaïdes. Il y a des morts, il y a la guerre, il y a les élections qui vont arriver l'année prochaine aux États-Unis. Les États-Unis sont pas loin de la récession et les États-Unis sont divisés entre eux. N'oublions pas, les 2 dernières élections, c'était une farce, c'était vraiment des élections dignes de république bananière. Ils se disent, attendez, on ne va pas pouvoir mener cette guerre ad vitam aeternam. Moi, j'ai le sentiment que celui qui participera à l'arrêt de cette guerre rentrera dans l'histoire. Est-ce que vous... c'est certain. Là, il faut que les personnes se rendent compte qu'on est à un moment phare. Il y aura un avant et après, et c'est une plaque tectonique avec un mouvement majeur. Il y aura le reste du monde qui bouge avec ces BRICS, c'est quelque chose qui est ancré. Il n'y aura pas de passé. Nous, le mode occidental tel qu'on l'a connu est en train de changer. Alors, je ne dis pas qu'il va disparaître, mais il va falloir
qu'on se réveille rapidement et qu'on commence à se projeter sur ce qu'on a envie de faire de nos différentes nations, mais il y aura un avant, un après, et celui qui mettra fin à cette guerre, c'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit un Français, mais si c'est un Américain, tant mieux, parce que c'est important de ramener la paix, sera vu par le reste de l'humanité et par l'histoire comme une personne de première importance, et cette personne-là aura un rôle majeur, ou ce pays aura un rôle majeur, et sera vu avec beaucoup de, je pense, d'admiration, ou en tout cas, et de confiance. Parce que la guerre, elle fait du mal à toutes ces personnes évidemment qui meurent, mais économiquement, on en souffre, même s'il y avait des affres économiques bien avant la guerre, hein, tout n'est pas lié à la guerre. Il faut des hommes. Là, on est dans une période où il va falloir des hommes courageux et dire non, on va trouver une solution, on va trouver un compromis, on va trouver quelque chose où tout le monde va essayer d'en sortir par le haut, sinon forcément la guerre peut se continuer, elle peut s'étendre, des milliers de morts, demain des millions de morts. En Europe, on a eu 2 guerres qui ont commencé comme ça, de manière un petit peu petite, sur des frontières, sur des histoires qui sont devenues des guerres mondiales, plusieurs dizaines de millions de morts. On a eu du mal à s'en remettre. La troisième, vous savez ce que dit, on prête à Einstein cette phrase, je ne sais pas à quoi ressemblera la troisième guerre mondiale, mais à la quatrième, on se battra avec des cailloux et des bâtons. Donc est-ce que les personnes se rendent compte de ça? Est-ce qu'on a envie de vivre ça? Donc non, il faut qu'une issue de paix sorte. Si elle vient des US, tant mieux pour la paix. Si elle vient de la France, je pense que ça serait encore mieux pour nous et pour l'Europe. Si je dis, pour conclure, que ce conflit en Ukraine peut éventuellement nous apprendre à nous réinventer, à vivre tous ensemble, oui. C'est un idéal qui vous semble oui, ouais, enfin, pensable. En tout cas, moi, je suis peut-être idéaliste, mais je crois au miracle et je crois que dans ces moments très difficiles où tout semble perdu, il y a un génie français, il y a un génie humain qui fait que, eh bien, on va voir des choses qui vont être assez extraordinaires. Vous savez, si je retourne juste dans le passé, la France a été envahie par les Huns, par les Anglais, par les Allemands 3 fois dans le dernier siècle. On a eu une révolution qui a été sanglante, on a eu des crises religieuses et on a réussi à s'en sortir. Et je pense du coup qu'on va pouvoir s'en sortir et il le faut. Je suis moi, je fais quelques plateaux en ce moment. Le fait d'avoir sorti un livre me donne un petit peu une exposition et je rencontre des personnes fantastiques. Et vous savez, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas tous du même moule. Et je trouve ça encore mieux, parce que du coup, si on veut rebâtir la société française, je ne le vois pas comme un camp qui s'impose à l'autre. C'est un peu le problème de notre démocratie actuelle, divisée en droite, gauche, partis politiques et tout ça. Je pense que c'est suranné, ça ne marche pas et on ne voit pas vraiment beaucoup de changements. Mais ça m'intéresse beaucoup de voir que des personnes de gauche, de droite, des athées, des catholiques, des musulmans, des personnes d'horizons différentes qui œuvrent pour la paix, qui aiment la France, qui croient qu'il faut qui se retrouvent dans ce discours, qui n'est pas forcément le mien, qui est un discours qui est partagé, on est plusieurs à dire ça, qui se retrouvent dans ce discours et disent, attendez, ceux qui nous ont menés dans cette histoire-là n'ont plus vraiment trop de légitimité, on va voir s'ils se transforment en surhomme au moment historique, mais ils sont responsables de cette situation, on doit prendre notre histoire en main, on doit se retrouver entre nous et continuer à travailler pour œuvrer dans cette direction-là. Et ce n'est pas un vieux pieu, j'y crois vraiment. Alors après, il faut juste joindre, il y a des actes, on ne peut pas juste parler, il faut que ça se transforme soit en mouvement, soit en organisation, soit en choses concrètes. Hein. On n'est pas obligé de tout faire par la loi, on peut privilégier beaucoup de choses, on peut s'investir dans ces écoles, on peut s'investir dans des associations humanitaires, mais se dire, je ne veux pas rentrer dans ce modèle consumériste qui a été celui qui nous a été proposé, l'American Way of Life, je ne me retrouve pas là-dedans. Il y a un monde alternatif, on veut le développer, mais il faut s'engager. Nicolas Mirković, merci. Nous invitons tous nos auditeurs à lire l'ensemble de vos ouvrages que nous présenterons dans le reportage. Moi aussi, je crois au miracle. Et je vous remercie de ce partage et ça a été un bonheur d'écouter vos réflexions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne-Laure.